Bonjour Emmanuel, Bonjour Henri. vous allez bien? Comme d'habitude. Ah non, pas comme d'habitude, c'est les premiers jours de beau temps quand même là. C'est beau, vrai. là, ça C'est change. vrai. Oui, 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 c'est vrai. Bon, alors... De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Henri? eh ben, Qu'est-ce qui vous a aujourd'hui, fait réfléchir? je vous propose de parler du libéralisme. Nous sommes libéraux. Absolument, ça, Voilà. il n'y a pas de photo de ce C'est un côté-là. gros mot maintenant. Pour certains, Voilà. pour la majorité. Alors on Déjà. a un élément de poids qui vient d'arriver. Il paraît que M. Fillon aurait déclaré qu'il est à tendance libérale, voire même carrément libérale. Non, c'est pas possible ça. Ben, si, c'est intéressant parce que... Ce serait une révolution. Oui, En et ça ne France. serait pas inintéressant parce que les libéraux sont surtout dans le monde des affaires. Et le monde des affaires et le monde de la politique, c'est quand même très différent. Mhm. Alors si on avait quelqu'un... Quoique ça se rejoigne un petit peu de temps en temps. Oui, mais c'est pas normal. Ça devrait pas. Et on va en parler d'ailleurs. Alors, si un homme politique qui a l'expérience politique, parce que Fillon a de l'expérience politique, adopte la pensée libérale, ça peut effectivement beaucoup aider, puisque c'est pas le tout d'être libéral, encore faut-il que la société soit organisée et adhère à cette idée. Donc, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle si elle se concrétise. Alors, pour en revenir à qu'est-ce que c'est le libéralisme, et on va prendre un exemple, parce que dans la théorie, d'abord c'est très fumeux, puis ensuite on n'a pas les compétences, hein, on est bien d'accord, nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes des praticiens. Alors, je vais vous donner un exemple personnel qui est suffisamment, qui a la particularité d'être quand même un exemple national, donc c'est assez intéressant. Ça se passe dans les années 70, 1970. Donc, quelques temps avant, à partir des années 50, il y a un garçon qui s'appelle Édouard Leclerc, qui a une espèce de passion et qui veut absolument révolutionner la distribution parce qu'il veut supprimer les intermédiaires. C'est-à-dire qu'il considère qu'entre l'industriel, le producteur et le consommateur, il y a une kyrielle de gens. Effectivement, à l'époque, il y avait demi-grossistes, grossistes, etc. Il y a un certain nombre de gens qui prennent des commissions qu'ils considèrent comme indues. Donc, dès 1949, cet homme s'engage dans ce combat, un peu isolé, il fait ça en Bretagne, et puis avec finalement un certain succès. Et moi, je rencontre son organisation, les Centres Leclerc, en 1970. Je suis jeune maître d'œuvre, et je construis à Rochefort-sur-Mer un Centre Leclerc. Et je suis tout de suite passionné par l'idée, parce que l'idée, je la trouve vraiment formidable. Rochefort-sur-Mer est une ville qui est gérée à l'époque par des petits commerçants. Donc évidemment, le maire est tout à fait complètement opposé à cette idée de Leclerc et il est à fond contre, quoi, hein. Bon. Là-dessus, jusque-là tout va bien, là-dessus arrive la politique. C'est ça que je voulais vous dire. Arrive la politique à la personne d'un type qui s'appelle Royer, dont je ne veux pas dire du mal parce qu'il est décidé, mais dont à l'évidence les capacités intellectuelles sont très limitées. Et donc ce Royer invente la loi dite Royer, qui organise l'implantation d'un magasin de distribution à partir de 1000 m², ce qui est à peu près la taille à l'époque de ce genre d'outils, avec des autorisations particulières, notamment des autorisations de la part des politiques. Ministériel. Ministériel, mais enfin surtout des politiques. D'abord, c'est des commissions, il crée des commissions locales qui sont chargées de donner des autorisations, et ces commissions sont évidemment tout de suite envahies par les élus et les petits commerçants qui sont la majorité des élus de l'époque. Donc moi, j'ai construit, au moment où le Royer intervient, j'ai déjà construit ce magasin qui marche évidemment du feu de Dieu, puisque quand ces magasins arrivaient dans une ville, ça faisait baisser la vie de l'ordre de 20 à 30%. Donc, Ils étaient beaucoup moins chers. Bah oui, ils étaient 20 à 30% moins chers, donc c'était le remplissage immédiat, enfin c'était l'Eldorado, c'était absolument incroyable. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas, mais c'est plus un événement, parce qu'ils vendent toujours moins cher que si c'était autrement, mais comme autrement n'existe plus, il n'y a plus de concurrence, c'est tout le monde pareil. Donc, à cette époque-là, ce magasin est construit et veut s'agrandir. Donc, je dépose un permis de construire, je dépose ce permis de construire avant le Royer, et le maire, donc opposé, cherche à refuser ce permis, il le refuse, je vais au tribunal administratif avec un dossier qui est prêt à être gagné. Là-dessus, le maire intervient par le biais d'un conseiller général auprès de ce client, lui conseille de redéposer un permis, et ce permis redéposé, paf, il le refuse. Très bien, comme ça, les choses sont entérinées. Donc ce client, qui était quand même un garçon courageux,
construit quand même, parce qu'à l'époque, si vous voulez, les permis de construire, c'était pas comme maintenant, c'était pas encore devenu quelque chose d'absolument indispensable. Il construit quand même, donc sans permis. Et là, le procureur de la République du quartier l'embastille. Pof, il fout en tôle. Bien. Il faut un tôle pour ça? Pour ça, il met en tôle pour ça. Et il se trouve qu'il le met en prison en plein mois d'août, et qu'à ce moment-là, le journaliste qui est en place dans le petit journal local, dans la page locale de Sud-Ouest, est un jeune stagiaire qui est assez dynamique et qui commence à prendre, que je rencontre, je lui explique les choses, etc. Il commence à prendre fait et cause pour ma théorie qui était de défendre ce client. Pour Leclerc. Pour Leclerc, et commence à faire mousser les choses. Tant et si bien qu'on arrive à ce que finalement Édouard Leclerc lui-même vient à Rochefort, casse la mairie, enfin on fout un bazar extraordinaire, fait la première page de Paris Match, et donc tout d'un coup moi je me trouve projeté dans un événement national. Et évidemment je gagne des galons au niveau du Panonceau et je me mets à construire des centres Leclerc. Alors au début de cette loi Royer, donc on a une nouvelle distribution, on a un nouvel acte commercial, un acte créatif, et tout de suite, paf, l'État intervient. L'État intervient, il crée donc la loi Royer. Au moment où il crée cette loi Royer, finalement, après tout, il pourrait y avoir une sincérité. Donc moi, je suis chargé de déposer des permis pour un certain nombre de magasins, et je vais au combat politique, c'est-à-dire que traque dans les boîtes aux lettres, réunions publiques, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne l'autorisation. Ça dure 2-3 ans. Ah, vous étiez déjà un militant. J'étais un militant du libéralisme. J'étais un militant de la liberté. Je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait libéralisme, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais j'étais pour la liberté. Pour la libre entreprise. La libre entreprise, voilà, c'est comme ça que j'avais été élevé. Mmh. Donc, l'État est intervenu dans le dispositif en créant cette fameuse loi Royer. Alors, ça a eu des conséquences absolument incroyables. Alors, la première, c'est qu'au bout de 2 ans, 3 ans, tout cassé, ces autorisations, elles n'ont plus été démocratiques, elles n'ont plus été un combat avec la population juste, elles sont devenues un pot de vin. Ça a été le scandale des pots de vin de la grande distribution qui a beaucoup touché Mitterrand. Elles achetaient, en compte, la grande distribution achetait le droit. Les commissions voilà. Pour avoir le droit de s'implanter. Voilà. C'est ça. Donc, si vous voulez, intervention de l'État, premier dégât, paf, la corruption. Instantanée, puisqu'on n'est plus dans le libre-échange, on est dans l'autoritarisme. Cet autoritarisme, inévitablement, s'achète. On achète l'autorisation. Donc, premier constat, paf, la corruption qui arrive instantanément. Avec le bazar que ça crée, parce que Mitterrand, ça lui a quand même coûté très cher. Hein. Donc, c'est cette loi Royer. Cette loi Royer, donc maintenant, aujourd'hui, continue. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que ça n'a eu aucun effet pour le petit commerce, qui a disparu corps et bien dans la tourmente. Par contre, ça a généré, dans la grande surface, une organisation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle aurait pu être, c'est-à-dire de distributeurs. Ces distributeurs sont devenus tellement puissants par le monopole qu'ils ont acquis à chaque implantation, qui sont devenus leurs propres producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans une grande surface, la moitié des produits sont fabriqués par la grande surface elle-même. Ils sont de la marque, oui. Voilà. Donc vous imaginez ce que ça représente en termes de choc sur l'industriel, donc la plupart ont été complètement détruits, sauf à vendre, à fonctionner à perte, et sauf à s'affaiblir au point de ne plus pouvoir investir. Donc cette intervention de l'État dans le monde de la distribution, qui n'est qu'un tout petit morceau de l'économie, a été suicidaire. Et aujourd'hui, ça crée une situation qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'il y en ait davantage. Donc c'est ça la folie de l'intervention de l'État. Ceci n'est qu'un exemple, on pourrait le prendre ailleurs, mais ça a déréglé complètement le système, ça a créé des mastodontes d'une puissance hors du commun, qui n'avaient pas lieu d'exister. Les seuls qui pouvaient corrompre les commissions. Les seuls qui pouvaient corrompre, et puis les seuls qui pouvaient suivre le rythme et qui après avaient les moyens de... Alors, on revient 2 secondes sur ce qu'était le Leclerc au départ. Les Leclerc au départ, c'était magique, mais c'était philosophique, c'était mystique. Qu'est-ce que c'était un Leclerc? Un Leclerc, c'était quelqu'un dont Édouard Leclerc avait dit, premièrement, je ne veux pas qu'il soit épicier. Parce que je ne veux pas qu'il ait des habitudes de grossiste, demi-grossiste, etc. Donc, pas épicier. Deuxièmement, il faut qu'il ait un permis de construire. Ouais. Et troisièmement, il va donner 1 journée, voire 2 journées par semaine à la centrale. C'est-à-dire que gratuitement. C'est-à-dire que
gratuitement, chaque 10 Leclerc à peu près, il y avait une centrale, et dans cette centrale, on achetait les produits, et c'était les Leclerc eux-mêmes qui achetaient, c'était les patrons des magasins qui donnaient de leur temps bénévolement. Ça veut dire que si vous voulez, il y avait une émulation entre eux. Si par exemple, je sais pas, moi je parle de la Charente-Maritime, j'étais là-bas, si le propriétaire du centre Leclerc de La Rochelle achetait la moutarde trop chère et que le mois d'après la moutarde dans les centres Leclerc était plus chère que chez les voisins, à la semaine d'après, ses copains lui disaient mais machin, t'es complètement abruti, t'as vu le prix que t'as payé la moutarde? Enfin, c'est incroyable. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce d'émulation réelle, sincère, et c'était ça le fonctionnement. C'était aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les Leclerc ont été un peu, quand ça a commencé, quand les autorisations ont commencé à s'acheter, les Leclerc ont eu un temps de retard sur les autres, parce qu'ils avaient plus de sincérité. Ils se sont rattrapés après, ne vous inquiétez pas. Hein, pas de non, problème, mais je ne me fais pas de soucis. Mais au départ, c'était ça. Donc, si vous voulez, cette sincérité, elle a été mise en coupe réglée par l'État. Alors, elle a été aussi mise en coupe réglée à l'intérieur du système, mais vous voyez où le libéralisme, au moment où Leclerc met en place ce système, qui est un système qui respecte chaque propriétaire, parce que en plus, les centrales n'intervenaient qu'à hauteur de 20-30% des achats. Le reste, les propriétaires des Leclerc achetaient en direct, donc ils achetaient autour de chez eux. Bon. Donc ça, c'était une organisation sincère. Le ROC, qui était au départ associé avec Leclerc, a créé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a créé les intermarchés qui fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire où les centrales sont énormes, achètent tout, où ils payent la centrale à 15 jours, 3 semaines, et où ils sont finalement quelque part des salariés de la centrale. Mais là, on était dans un conflit, si vous voulez, libéral. Donc la version Le ROC, elle a fait ce qu'elle a fait, elle était limitée, donc il y a très peu de gros intermarchés, puisque les types étaient limités économiquement, puisqu'ils étaient dépendants de la centrale et que le bénéfice était à la centrale. Donc ils ne pouvaient pas s'agrandir. Oui. Hein, tandis que les Leclerc ont un peu patiné au départ, au moment donc des pots de vin, mais ensuite ils ont acquis une puissance, et il y a d'énormes Leclerc pendant qu'il y a peu d'énormes intermarchés. Donc dans la partie concurrence libérale, on a vu la concurrence s'établir et le combat équilibrer les forces. Donc il y a énormément d'intermarchés plus petits qui sont souvent en campagne, et puis les Leclerc sont devenus gros. Ça, c'est la vie normale. Et dès que la politique est intervenue, on a la disproportion, les magasins difformes absolument énormes que ça a créé et qui sont aujourd'hui une force qui finira d'ailleurs, je pense, par être nationalisée un jour ou l'autre, parce que ça ne va pas venir autrement. Donc, et là, ça sera la fin des haricots, il n'y aura plus rien dans les rayons. Parce que, voilà, l'État a mis le doigt dedans. Voilà ce que je voulais vous dire, parce qu'on parle beaucoup du libéralisme, mais en fait, c'est assez difficile de l'imager, de le voir dans la réalité. Et donc, cette expérience, qui est une expérience très ordinaire, en fait, hein, je voulais vous en faire part, parce que j'ai beaucoup parlé. Oui, ça pour avoir beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé. Oui, il y a quand même un sujet que je trouve assez intéressant aussi, c'est les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que le créateur d'entreprise, c'est pas forcément un gestionnaire, c'est quelqu'un qui a une idée, qui y croit et qui a envie de la réaliser. Ouais. Donc, moi j'en ai connu plusieurs, j'ai été un peu aussi comme ça. J'avais eu une idée, j'ai essayé de la réaliser, et effectivement, après, quand ça commence à bien fonctionner, on est un peu désintéressé. On est désintéressé pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la raison de toutes ces contraintes qui arrivent, qu'on ne s'imaginait pas au départ en créant une entreprise. Donc, toutes ces contraintes qui vous tombent dessus, de l'État, et qui vous coûtent un maximum. Bon, alors déjà, c'est quand vous avez l'URSSAF à payer, quand vous avez les impôts, quand vous avez toutes ces contraintes-là, et donc on perd déjà un petit peu de son allant, parce qu'on commence à ne plus tellement s'occuper de son entreprise, on commence à gérer les problèmes, à gérer l'administratif. Bon. Et puis, beaucoup de créateurs d'entreprises, au bout d'un moment, se désintéressent, je parle d'une catégorie, hein, bien sûr, il y en a qui arrivent à faire des choses énormes, mais au bout d'un moment, on est un peu dégoûté, et puis voilà, on a envie de créer autre chose. Moi, ça a été un peu mon cas. Dès que mes affaires ont bien roulé, je m'occupais tellement d'administratif, ça prenait une part, il fallait un comptable, un expert comptable. Tout ça pour gérer des problèmes administratifs, hein, les réglementations, les ceci, les cela. Bon. Qu'au bout d'un moment, on perd son temps.
Oui, mais je pense que là, vous avez raison. Il y a effectivement. Vous m'avez laissé parler sans m'interrompre. Oui, Oui, mais parce que c'est c'était fantastique, très ça. intéressant. C'était très intéressant. Mais et vous avez complètement raison. Je pense qu'effectivement, les qualités de gestion et les qualités de création sont deux qualités différentes. Alors, quelquefois, il y a des individus qui ont les deux en eux, mais c'est assez rare parce que ça répond à un état d'esprit très différent. Le créatif, ben, c'est un créatif, c'est quelqu'un qui a des espoirs, qui pense pour les concrétiser, qui a l'énergie pour ça, alors qu'au contraire, le gestionnaire, c'est tout à fait l'inverse, il vit au présent. Le gestionnaire vit au présent, c'est un problème de temps. Le créatif vit dans l'avenir, le gestionnaire est fatalement un peu dans le présent, et le gestionnaire vit dans le présent et plutôt dans le passé, c'est-à-dire qu'il tire leçon du passé pour alimenter son présent de gestionnaire. Alors que le créateur modifie constamment son avenir, sa vision pour l'adapter au présent. Donc il est constamment en train de modéliser sa vision pour l'adapter au présent, pendant que l'autre est en train de modéliser le passé pour l'adapter au présent. Donc c'est vraiment deux états d'esprit complètement différents. Il y a assez peu de gens qui sont capables d'avoir l'amplitude totale de voir des deux côtés. Donc effectivement, c'est deux choses tout à fait différentes. Eh bien, je ne vous parle pas de quand arrive Bercy. Et oui, alors quand arrive Bercy, là c'est terminé. Mais c'est effectivement, Bercy n'aime pas les créatifs parce que les créatifs sont imprévisibles. C'est ce que j'ai écrit dans le dernier billet. C'est vrai que si l'on ne s'occupe pas de la naissance de l'économie, qui doit être perpétuelle, puisque l'économie meurt, les entreprises comme les individus meurent, donc il faut absolument qu'elles se régénèrent, donc il faut qu'il y ait des naissances. Et actuellement, le vrai problème, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de mépris de l'entrepreneur naissant parce que tout le monde le méprise, les experts comptables le méprisent, personne n'en a envie comme client parce qu'il n'a pas encore de sous, il a des idées... Je ne parle pas des banquiers. Oui, des banquiers, n'en parlons pas. Voilà. Donc effectivement, l'entrepreneur naissant, il faut qu'il ait aujourd'hui une personnalité hors du commun pour arriver à sortir quelque chose. Personne ne croit, personne... Oui, enfin, ça fait un bout de temps que ça oui, il y a un moment que c'est comme ça. Bon, le seul problème, moi, personnellement, tout roulait plus ou moins bien jusqu'à l'arrivée de Bercy. Où Bercy, à ce moment-là, vous termine, quoi. Je veux dire, mais Bercy est vraiment... il n'a aucun intérêt à ce que les entreprises fonctionnent. Non, Bercy coulera avec le pays. Et d'ailleurs, il y a un signe, c'est pas par hasard que Bercy est au bord de la Seine. Parce que quand Bercy va couler, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Ils sont prêts à partir puisqu'ils ont les bateaux à côté. Oui, on peut dire Bercy va couler sous peu. Parce qu'ils sont déjà sur la lampe de rancement. Non mais c'est dramatique. C'est dramatique le rôle de Bercy dans les meurtres des entreprises, c'est vraiment dramatique, on ne se rend pas compte. On est bien d'accord. Bon. Qu'est-ce que vous avez lu d'intéressant, rapidement? Toujours pareil, j'ai un premier livre qui est tout à fait intéressant, qui est le livre principal écrit par M. von Mises, c'est l'action humaine. Alors, ça c'est un résumé. Donc ce résumé, il est tout à fait intéressant parce que il évite de lire le livre lui-même qui est énorme. Il est intelligent. D'accord, c'est la synthèse de son bouquin. C'est la synthèse de son livre. De son bouquin, oui. Les éléments intéressants. Oui, c'est tout à fait. Donc c'est très très intéressant. Ça, moi je vous conseille. Bon. Et puis alors, parce qu'il faut quand même aussi quelquefois lire les ennemis, les gens qui pensent différemment. Alors en voilà un qui pense différemment. Mais ce ne sont pas vraiment des ennemis, ces gens qui n'ont rien compris. Ah ouais, c'est des ennemis. Ah non, c'est pas comme ça. C'est des ennemis. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Mais ils sont au sens du vent. Ils sont opposés. Alors celui-là s'appelle Christian Arbulot et il a écrit un livre qui s'appelle Sabordage. Voilà. Alors, Sabordage, c'est tout à fait intéressant parce que moi je trouve que c'est un livre, pas inintéressant, mais c'est un livre qui part vraiment à l'envers parce que lui, il considère qu'il y a une guerre économique. Alors, moi je vais vous dire un truc. La guerre économique, ça ne peut pas exister. Parce que l'économie, c'est tout sauf la guerre. L'économie, c'est évidemment le monde du compromis et le monde de l'accord. Ça ne peut pas être la guerre parce que quand vous faites des affaires avec quelqu'un, une fois que vous l'avez tué, avec qui vous faites affaire? Vous ne pouvez pas faire affaire avec lui. Dans l'économie, on peut tout faire sauf tuer quelqu'un. C'est donc c'est quelque chose, il y a une antinomie entre le mot guerre et le mot force et le mot violence et le mot économie. L'économie ne peut jamais être une guerre. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre les jeux du stade à Rome, où les gens se tuaient et le championnat du monde de football.
Il y a effectivement un stade, il y a 10 000 personnes, mais dans un, on regardait les gens se tuer, dans l'autre, on les regarde gagner. Alors en économie, on gagne. Ça, c'est sûr, on cherche l'exploit, mais on ne tue jamais, ou alors on est un piètre économiste. Sauf quand on a l'aide de l'État qui Sauf quand vous arrivez à avoir un monopole. Sauf quand l'État intervient dans Voilà. l'économie, où à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de discuter, et Voilà. vous n'avez plus besoin de trouver une solution, puisqu'effectivement, vous avez pris la force. Il faut bien savoir que la force, ça n'est que Non, mais l'État. dans l'économie, à partir du moment où il n'y a pas d'État, il y a des fusions, les gens, plutôt que de se tuer, s'allient. Ils sont obligés Voilà, de c'est ça, s'entendre. c'est, Ils sont obligés de s'entendre. Voilà. Et donc c'est pour ça que ce livre, je trouve pas... Enfin, c'est intéressant, il faut lire des livres qui sont Vous opposés. lisez, c'est pas possible, vous êtes Mais- maintenant une bibliothèque ambulante, Henri. Ouais, mais c'est toujours, on revient toujours au même. C'est pas parce que j'ai lu que j'ai compris, on est bien Ah oui, d'accord. Hein. oui, c'est vrai. Ne perdons pas de vue oui, que absolument. nous lisons. Ça, nous pouvons affirmer, oui, on lit, mais on ne peut pas dire qu'on a compris. Ni mémorisé. Ah oui, surtout pas mémorisé. Bon, bien, alors on se dit À bientôt. à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.